Bienvenue sur la chaîne Les Rares Livres, où nous redécouvrons les grandes œuvres oubliées qui éclairent notre compréhension du monde. Aujourd'hui, nous explorons Histoire de la Perse, publié en 1815 par John Malcolm, diplomate et historien britannique. Cet ouvrage majeur retrace l'évolution politique et sociale de la Perse prémoderne, des premiers empires jusqu'aux dynasties plus récentes. À travers ce livre rare et précieux, nous plongeons dans les fondations d'une civilisation qui a profondément marqué l'histoire du Moyen-Orient et au-delà. Introduction. Publié en 1815, Histoire de la Perse de John Malcolm constitue l'une des premières grandes synthèses occidentales consacrées à l'histoire politique et sociale de la Perse. L'ouvrage paraît à un moment charnière de l'histoire européenne et mondiale. L'année 1815 marque la fin des guerres napoléoniennes et le début d'un nouvel équilibre des puissances en Europe, tandis que l'Empire britannique consolide son expansion coloniale, notamment en Inde. Dans ce contexte de rivalité impériale et de compétition stratégique vers l'Orient, la Perse occupe une position géopolitique essentielle entre l'Inde britannique, l'Empire ottoman et l'Asie centrale. L'intérêt pour son histoire n'est donc pas seulement érudit, il est aussi politique et stratégique. John Malcolm n'est pas un simple historien de cabinet. Officier de l'armée britannique et diplomate au service de la Compagnie des Indes orientales, il effectue plusieurs missions en Perse à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Il y négocie des accords diplomatiques et observe directement les structures politiques, les élites et les dynamiques sociales du pays. Son expérience de terrain lui permet d'acquérir une connaissance concrète de la société perse, de ses institutions et de ses traditions. Cette double posture de diplomate et d'observateur confère à son ouvrage une dimension à la fois descriptive et stratégique. L'objectif de Malcolm est ambitieux. Il cherche à offrir au public britannique une vision complète de l'histoire perse, depuis les origines antiques jusqu'à son époque contemporaine. Il ne se limite pas à relater des événements politiques. Il s'efforce également d'explorer les structures sociales, les coutumes, la religion et les mécanismes du pouvoir. Son travail vise à rendre intelligible une civilisation souvent mal connue en Europe, tout en fournissant aux décideurs britanniques des clés de compréhension utiles dans le cadre des relations diplomatiques et commerciales avec la région. Pour rédiger son œuvre, Malcolm mobilise une variété de sources. Il s'appuie sur des chroniques persanes, des traductions disponibles en Europe, des archives diplomatiques, ainsi que sur ses propres observations issues de ses missions. Il intègre également des témoignages recueillis auprès de notables et d'érudits persans. Cette combinaison de sources écrites et d'expériences directes donne à son récit une densité particulière, même si elle reste marquée par la perspective britannique de son auteur. L'importance de Histoire de la Perse dans l'historiographie occidentale est considérable. Pendant plusieurs décennies, l'ouvrage sert de référence majeure pour les lecteurs européens souhaitant comprendre l'histoire iranienne. Il contribue à structurer une vision occidentale de la Perse et à inscrire son passé dans une narration globale des empires orientaux. Bien que certaines interprétations reflètent les cadres intellectuels de son époque, le travail de Malcolm demeure une étape essentielle dans la transmission et la diffusion de l'histoire perse en Europe. Chapitre 1. La Perse antique. Fondations impériales. Aux origines de la puissance perse se trouve un long processus de formation politique et culturelle qui transforme des tribus indo-iraniennes installées sur le plateau iranien en l'un des plus vastes empires de l'Antiquité. Bien avant l'émergence de Cyrus le Grand, les peuples iraniens s'organisent progressivement autour de structures tribales hiérarchisées dominées par des aristocraties guerrières. Parmi eux, les Mèdes jouent un rôle central. Installés dans l'ouest de l'Iran actuel, ils parviennent au 7e siècle AVJ-C à constituer une première entité politique cohérente. Leur montée en puissance s'inscrit dans un contexte de déclin de l'Empire assyrien,
dont l'effondrement ouvre un espace de recomposition régionale. Les Mèdes participent à la chute de Ninive en 612 av.C., événement majeur qui redessine l'équilibre du Proche-Orient ancien. La formation de ce premier État Mède marque une étape décisive dans la structuration politique du plateau iranien. Même si les sources restent fragmentaires, il apparaît que les Mèdes développent une organisation monarchique appuyée sur des alliances tribales et une aristocratie militaire. Leur pouvoir demeure toutefois relativement souple et fondé sur des liens personnels plus que sur une administration centralisée. Cette première expérience étatique crée néanmoins un précédent fondamental. Elle démontre la capacité des peuples iraniens à unifier de vastes territoires sous une autorité unique. Ce cadre politique prépare l'ascension des Perses qui, initialement vassaux des Mèdes, vont progressivement s'imposer comme la force dominante. L'avènement de Cyrus II, dit Cyrus le Grand, au VIe siècle av.J.A.C., constitue un tournant décisif. En renversant l'autorité mède, il unifie les tribus perses et mèdes et inaugure l'empire achéménide. Ce nouvel empire ne se contente pas d'une domination régionale. Il s'engage dans une expansion spectaculaire qui transforme l'histoire du Proche-Orient. La conquête de la Lydie en Anatolie, puis celle de Babylone en 539 av.J.C., illustre l'efficacité militaire et la vision stratégique de Cyrus. La prise de Babylone revêt une importance symbolique considérable. Elle place sous son autorité l'une des plus anciennes et prestigieuses civilisations du monde antique. L'originalité du pouvoir achéménide réside moins dans la brutalité de ses conquêtes que dans la manière dont il administre les territoires conquis. Contrairement à certains empires antérieurs, les Perses adoptent une politique pragmatique qui cherche à intégrer plutôt qu'à détruire. Les élites locales sont souvent maintenues en place, à condition de reconnaître l'autorité du grand roi et de verser un tribut régulier. Cette stratégie favorise la stabilité et limite les révoltes. L'empire devient ainsi une mosaïque de peuples, de langues et de traditions reliés par une loyauté commune envers la monarchie achéménide. Sous Darius Ier, l'organisation administrative atteint un degré de sophistication remarquable. L'empire est divisé en satrapies, chacune gouvernée par un satrape chargé de collecter l'impôt, de maintenir l'ordre et de représenter l'autorité royale. Pour éviter toute concentration excessive de pouvoir, les fonctions militaires et financières sont souvent confiées à des responsables distincts, créant un système d'équilibre interne. Cette organisation permet de gérer un territoire immense s'étendant de l'Indus à la Méditerranée et de l'Asie centrale à l'Égypte. La mise en place d'un réseau routier, notamment la célèbre route royale, facilite la circulation des informations et des marchandises, renforçant la cohésion impériale. Le modèle impérial achéménide repose également sur une conception particulière de la royauté. Le grand roi est présenté comme le garant de l'ordre cosmique et de la justice, une figure investie d'une mission quasi sacrée. Cette dimension idéologique s'appuie sur la tradition religieuse iranienne, souvent associée au zoroastrisme, qui valorise la lutte entre le bien et le mal et l'importance de la vérité. Toutefois, l'Empire ne cherche pas à imposer uniformément une religion officielle. La tolérance religieuse devient un instrument politique essentiel. Les cultes locaux sont respectés, les temples restaurés et les traditions maintenues à condition qu'elles ne menacent pas l'autorité centrale. Cette politique contribue à la légitimité du pouvoir perse dans des régions culturellement très diverses. L'expansion territoriale de l'empire achéménide suscite inévitablement des tensions avec les puissances voisines. Les relations avec les cités grecques constituent l'un des épisodes les plus connus de cette histoire. Les guerres médiques, qui opposent les Perses à une coalition de cités grecques au début du VIe siècle av.J.C., illustrent la confrontation entre deux modèles politiques et culturels distincts.
Les campagnes de Darius et de Xerxès en Grèce témoignent de l'ambition impériale perse, mais aussi des limites de son expansion. Les défaites de Marathon, Salamine et Platée freinent la progression perse vers l'ouest et marquent durablement la mémoire grecque. Malgré ces revers, l'empire achéménide demeure une puissance majeure pendant près de 2 siècles. Sa longévité s'explique par la solidité de ses institutions et par sa capacité d'adaptation. Loin d'être un simple ensemble de conquêtes militaires, il constitue un système politique intégré qui articule centralisation et autonomie locale. L'économie impériale repose sur l'agriculture, le commerce à longue distance et un système fiscal structuré. Les échanges entre les différentes régions favorisent une circulation des biens, des idées et des techniques qui enrichit l'ensemble de l'Empire. La chute de l'Empire achéménide, face à Alexandre le Grand, en 330 AVMJC, qui ne signifie pas l'effacement de l'héritage perse. Si la conquête macédonienne met fin à la dynastie, elle ne détruit pas les structures administratives et culturelles mises en place par les Achéménides. Au contraire, une partie de cet héritage est intégrée dans les royaumes hellénistiques qui leur succèdent. L'idée d'un empire universel gouverné par un souverain central, appuyé sur une administration organisée et respectueux des diversités locales, laisse une empreinte durable dans l'histoire politique de la région. Les fondations impériales posées dans l'Antiquité façonnent ainsi l'identité politique de la Perse pour les siècles à venir. L'expérience mède puis achéménide crée un modèle de centralisation souple, capable d'embrasser une diversité culturelle exceptionnelle. Cette capacité à concilier unité politique et pluralité sociale devient l'une des caractéristiques majeures de l'histoire perse. Elle explique en partie la résilience de cette civilisation face aux conquêtes ultérieures et aux transformations religieuses et culturelles. En définitive, la Perse antique ne se réduit pas à une succession de conquêtes glorieuses. Elle représente l'élaboration progressive d'un modèle impérial original, combinant puissance militaire, administration rationnelle et pragmatisme religieux. Ce modèle influence durablement l'histoire du Proche-Orient et constitue l'une des contributions majeures de la civilisation perse à l'histoire universelle. Les fondations posées à cette époque déterminent non seulement l'évolution ultérieure de l'Iran, mais aussi les conceptions impériales qui marqueront le monde antique et au-delà. Chapitre 2. Chute et transformation. La fin de l'Empire achéménide ouvre une période de bouleversements profonds qui redéfinissent durablement l'histoire politique et culturelle de la Perse. Lorsqu'Alexandre de Macédoine lance sa campagne contre le grand roi au IVe siècle avant notre ère, il ne s'agit pas simplement d'une conquête militaire supplémentaire, mais d'un affrontement décisif entre 2 mondes. Les batailles du Granique, d'Issos et surtout de Gaugamel scellent le destin de Darius III et précipitent l'effondrement de l'autorité achéménide. En 330 BS AVFJC, la prise de Persépolis et l'incendie symbolique de son palais marquent la chute spectaculaire d'un empire qui avait dominé le Proche-Orient pendant 2 siècles. Cependant, la conquête d'Alexandre ne signifie pas la disparition immédiate des structures perses. Le conquérant macédonien adopte en partie les usages royaux orientaux, conservant certaines pratiques administratives et cherchant à se présenter comme l'héritier légitime des souverains achéménides. Il maintient de nombreux satrapes en place, s'appuie sur l'appareil fiscal existant et tente d'unifier ses élites grecques et perses à travers des mariages politiques et une politique d'intégration. Cette tentative de fusion culturelle révèle que l'Empire perse possédait une organisation suffisamment solide pour survivre, au moins partiellement, à la défaite militaire. La mort prématurée d'Alexandre en 323 AVFJC ouvre une période d'incertitude et de rivalité entre ses généraux, les diadoques. La Perse devient alors l'enjeu de luttes internes qui conduisent à la formation du royaume séleucide. Sous la dynastie fondée par Séleucos Ier,
L'héritage perse se combine avec des éléments hellénistiques. Les villes grecques se multiplient, l'administration adopte des formes inspirées du monde méditerranéen et la culture grecque s'implante dans les centres urbains. Toutefois, cette domination demeure fragile. L'immensité du territoire, les distances considérables et la persistance des traditions iraniennes limitent la capacité des Séleucides à imposer une centralisation durable. La période séleucide est marquée par un double mouvement. D'un côté, l'hellénisation des élites urbaines, de l'autre, la continuité des structures sociales et religieuses locales. Les populations rurales conservent leurs coutumes, leurs croyances et leur hiérarchie traditionnelle. Cette dualité crée un espace de tension, mais aussi de synthèse culturelle. Les influences grecques se mêlent aux traditions perses, préparant un terrain favorable à une renaissance iranienne. À mesure que le pouvoir séleucide s'affaiblit, notamment sous la pression de Rome à l'ouest et des peuples nomades à l'est, les forces locales regagnent en autonomie. C'est dans ce contexte que s'affirme la dynastie des Parthes, issue d'une tribu iranienne originaire du nord-est. À partir du IIIe siècle, avec un J.C., les Parthes s'imposent progressivement comme la nouvelle puissance dominante. Leur montée en puissance ne se fait pas par une rupture radicale, mais par une reconquête graduelle des territoires. Ils exploitent les faiblesses séleucides et s'appuient sur un système politique fondé sur l'autonomie relative des grandes familles aristocratiques. Le modèle parthe diffère de celui des Achéménides. Il est moins centralisé, plus fédératif, reposant sur des alliances entre le roi et les élites régionales. La renaissance iranienne sous les Parthes se manifeste par un retour affirmé à des traditions culturelles et religieuses locales. Sans rejeter totalement les influences hellénistiques, ils privilégient une identité iranienne renforcée. Leur empire, qui s'étend de la Mésopotamie à l'Asie centrale, devient un acteur majeur dans les échanges commerciaux reliant la Méditerranée à l'Extrême-Orient. La route de la soie contribue à la prospérité économique et à la circulation des idées. Parallèlement, les Parthes se trouvent engagés dans un affrontement durable avec la puissance montante de Rome. Les guerres entre Rome et les Parthes constituent l'un des axes structurants de cette période. Les batailles comme celle de Carrhae en 53 avec J.C., où les légions romaines subissent une défaite retentissante, illustrent la capacité militaire parthe, notamment grâce à leur cavalerie lourde et leurs archers montés. Ces conflits ne débouchent pas sur une domination définitive de l'un ou l'autre camp, mais sur un équilibre instable qui fixe durablement une frontière mouvante en Mésopotamie. Cette rivalité contribue à renforcer l'identité impériale iranienne face à l'Occident. Au IIIe siècle de notre ère, une nouvelle transformation s'opère avec l'émergence de la dynastie sassanide. Ardashir Ier renverse le dernier roi parthe et fonde un empire qui revendique explicitement l'héritage achéménide. Les Sassanides cherchent à restaurer une centralisation plus forte et à affirmer une idéologie impériale cohérente. La monarchie sassanide se présente comme l'expression d'un ordre sacré étroitement lié au zoroastrisme, qui devient un élément central de la légitimité politique. Cette union entre pouvoir royal et religion contribue à structurer l'État et à renforcer l'autorité centrale. Sous les Sassanides, l'administration se rationalise, la fiscalité se renforce et l'armée se professionnalise. L'Empire connaît une période de prospérité et de rayonnement culturel. Les grandes capitales comme Ctésiphon deviennent des centres politiques et artistiques majeurs. L'architecture monumentale, la littérature et les arts décoratifs témoignent d'une vitalité remarquable. Cette renaissance impériale s'accompagne toutefois d'une pression militaire constante à l'ouest. Les guerres contre Rome, puis contre l'Empire byzantin, deviennent quasi permanentes. Ces conflits, parfois ponctués de trêves et de traités, mobilisent des ressources considérables et façonnent la diplomatie régionale.
Les campagnes menées par des souverains comme Shapur Ier ou Khosrow Ier illustrent l'ambition et la puissance sassanide. Les victoires contre Rome renforcent le prestige impérial, tandis que les défaites rappellent la fragilité de l'équilibre stratégique. Cette rivalité, qui dure plusieurs siècles, épuise progressivement les deux empires. À la veille de la conquête arabe au 7e siècle, la Perse sassanide est encore une grande puissance, mais elle est affaiblie par des guerres prolongées, des tensions internes et une fiscalité lourde. Les transformations successives depuis la chute des Achéménides montrent une remarquable capacité d'adaptation. Chaque période, loin d'effacer la précédente, en intègre certains éléments et en réinvente d'autres. L'héritage administratif, l'identité culturelle iranienne et la tradition impériale persistent malgré les conquêtes et les mutations dynastiques. Ainsi, la chute initiale face à Alexandre ne marque pas une fin définitive, mais le début d'un cycle de transformation qui redéfinit la Perse sans la dissoudre. Des Séleucides aux Parthes, puis aux Sassanides, l'histoire iranienne révèle une continuité profonde sous des formes changeantes. Les affrontements avec Rome et Byzance inscrivent la Perse dans une dynamique géopolitique durable, où elle demeure un acteur central du monde antique tardif. Cette période de transition, loin d'être un simple intervalle entre deux empires, constitue une phase décisive dans la consolidation d'une identité politique et culturelle qui survivra aux épreuves à venir. Chapitre 3. La conquête islamique et la mutation civilisationnelle. L'irruption des armées arabes au 7e siècle marque un tournant décisif dans l'histoire de la Perse. À la veille de cette conquête, l'empire sassanide, bien que prestigieux et encore redoutable, se trouve profondément fragilisé. Des décennies de guerres épuisantes contre l'empire byzantin ont vidé les caisses de l'État, affaibli l'armée et exacerbé les tensions internes. Les luttes de succession, les rivalités entre grandes familles aristocratiques et le poids d'une fiscalité écrasante minent la cohésion du pouvoir central. Lorsque les forces musulmanes, unifiées par une nouvelle foi et portées par une dynamique politique et spirituelle inédite, franchissent les frontières orientales, elles rencontrent un empire déjà vulnérable. Les premières confrontations décisives, notamment les batailles d'Al-Qadisiyah et de Nahavand, entraînent l'effondrement rapide de l'autorité sassanide. La chute de Ctésiphon, capitale impériale, symbolise la fin d'un ordre ancien qui avait dominé la région pendant plus de 4 siècles. Le dernier souverain sassanide, Yazdgard III, tente de résister en se repliant vers l'est, mais l'effritement progressif du soutien politique et militaire rend toute reconquête impossible. En quelques décennies, l'ensemble du plateau iranien passe sous contrôle musulman. Pourtant, cette conquête ne se traduit pas par une rupture totale avec le passé. Elle inaugure plutôt une transformation profonde et progressive marquée par des continuités et des adaptations. L'intégration de la Perse dans le monde islamique s'effectue à plusieurs niveaux. Sur le plan politique, les nouveaux gouverneurs arabes s'appuient souvent sur les structures administratives existantes. Les systèmes fiscaux et les pratiques bureaucratiques héritées des Sassanides sont en grande partie maintenus car ils offrent une efficacité éprouvée dans la gestion d'un territoire vaste et diversifié. Les élites locales, notamment les propriétaires terriens et les fonctionnaires expérimentés, conservent une place importante dans l'appareil administratif. Cette continuité permet d'éviter un effondrement complet des structures économiques et sociales. Sur le plan religieux, la transformation est plus complexe. L'islam s'impose progressivement comme religion dominante, mais la conversion de la population ne se fait ni instantanément ni uniformément. Pendant plusieurs générations, une large partie de la population demeure attachée au zoroastrisme ou à d'autres traditions religieuses. Le statut de dhimmi, accordé aux non-musulmans moyennant le paiement d'un impôt spécifique, permet une coexistence relative. Cette situation favorise un processus graduel d'islamisation, motivé à la fois par des convictions spirituelles, des avantages sociaux et des opportunités économiques.
La mutation civilisationnelle ne consiste pas en une simple substitution culturelle, mais en une recomposition. La langue arabe devient la langue de l'administration et de la religion, mais le persan ne disparaît pas. Au contraire, il connaît une renaissance sous une forme renouvelée, intégrant l'alphabet arabe et un vocabulaire enrichi par des apports islamiques. Cette évolution linguistique témoigne d'une capacité d'adaptation remarquable. La littérature persane, qui s'épanouira pleinement à partir du IXe siècle, devient l'un des vecteurs majeurs de l'identité culturelle iranienne au sein du monde islamique. L'intégration dans le califat omeyyade, puis abbasside, place la Perse au cœur d'un empire s'étendant de l'Espagne à l'Asie centrale. Les Iraniens participent activement à la vie politique et intellectuelle du nouvel ensemble. Les élites persanes jouent un rôle déterminant dans la révolution abbasside, contribuant à l'établissement d'une dynastie plus favorable à l'intégration des non-arabes. Bagdad, nouvelle capitale du califat, bénéficie largement de l'expertise administrative et culturelle héritée de la tradition sassanide. Les modèles de cour, les pratiques cérémonielles et certaines conceptions du pouvoir impérial portent l'empreinte perse. La transformation religieuse se double d'une évolution doctrinale. Si l'islam sunnite domine initialement, des courants chiites trouvent en Perse un terrain favorable. Les souvenirs de la monarchie sacrée sassanide et l'attachement à des figures légitimes contribuent à une réception particulière du chiisme, qui valorise la notion d'autorité spirituelle et de justice divine. Cette orientation, encore minoritaire dans les premiers siècles, prépare les évolutions ultérieures qui feront de l'Iran un bastion du chiisme. Sur le plan social, la conquête modifie les hiérarchies sans les abolir totalement. Les anciennes familles aristocratiques doivent s'adapter au nouvel ordre, certaines se convertissant et intégrant les cercles du pouvoir islamique. Les villes deviennent des centres d'échanges intellectuels et commerciaux dynamiques. Les réseaux marchands reliant l'Asie centrale, l'Inde et le monde méditerranéen favorisent une prospérité relative. La Perse devient un carrefour où se croisent traditions iraniennes, influences arabes et apports d'autres cultures islamiques. La persistance culturelle constitue l'un des aspects les plus marquants de cette période. Malgré la domination politique arabe, l'identité iranienne ne s'efface pas. Elle se redéfinit à travers la langue, la littérature, la mémoire historique et certaines pratiques sociales. Les récits épiques, les traditions orales et les œuvres savantes contribuent à maintenir un lien avec le passé pré-islamique. Cette continuité se manifeste dans la valorisation des héros anciens et dans la réinterprétation de l'histoire nationale à la lumière du nouvel horizon religieux. La mutation civilisationnelle engendrée par la conquête islamique ne peut donc être réduite à une rupture brutale. Elle représente une synthèse complexe où l'héritage sassanide se combine avec les principes de l'islam pour produire une civilisation originale. Les structures administratives, les traditions culturelles et la créativité intellectuelle iranienne enrichissent le monde islamique tout en étant transformés par lui. Ce processus d'échange et d'adaptation aboutit à la naissance d'une identité persane islamisée capable de préserver ses racines tout en participant pleinement à une communauté plus vaste. Ainsi, l'effondrement de l'empire sassanide ne marque pas la fin de la Perse en tant qu'entité historique, mais le début d'une nouvelle phase de son développement. L'intégration dans le monde islamique ouvre des perspectives inédites, favorisant une effervescence culturelle et intellectuelle qui fera de l'Iran l'un des centres majeurs de la civilisation islamique médiévale. La langue persane, revitalisée, deviendra un instrument d'expression littéraire prestigieux, tandis que les savants iraniens contribueront de manière décisive aux sciences, à la philosophie et à la théologie. Cette période démontre la capacité d'une société à transformer une conquête en renaissance, en faisant de la mutation une source de continuité et de renouvellement. Et chapitre 4. Dynastie médiévale persane.
Après les premiers siècles d'intégration au monde islamique, l'espace iranien entre dans une phase de recomposition politique qui voit émerger des dynasties locales capables de conjuguer fidélité formelle au califat et affirmation d'une identité proprement persane. Ce mouvement ne constitue pas une rupture avec l'islamisation antérieure, mais plutôt une réappropriation du pouvoir par des élites iraniennes qui, tout en reconnaissant l'autorité spirituelle du calife, exercent une souveraineté effective sur leur territoire. C'est dans ce contexte que s'illustre la dynastie samanide, dont le rôle dans la renaissance culturelle persane est fondamental. Les Samanides, installés en Transoxiane et au Khorasan aux IXe et Xe siècles, incarnent un moment décisif dans la redéfinition de l'identité iranienne. Leur cour devient un centre intellectuel majeur où la langue persane, désormais écrite en caractères arabes, acquiert un prestige littéraire inédit. La promotion du persan comme langue administrative et culturelle marque une étape essentielle dans la consolidation d'une conscience historique nationale. Les souverains samanides encouragent la traduction, la compilation et la création d'œuvres originales, contribuant à faire émerger une littérature qui puise à la fois dans l'héritage pré-islamique et dans l'univers intellectuel islamique. Cette effervescence culturelle s'accompagne d'une stabilité politique relative, favorisée par une administration organisée et une fiscalité structurée. Le modèle samanide s'inscrit dans une continuité administrative héritée des pratiques sassanides, adaptées aux cadres islamiques. Les vizirs jouent un rôle central dans la gestion des affaires publiques, tandis que les gouverneurs provinciaux assurent le contrôle des régions éloignées. L'armée, composée en partie de troupes turques esclaves affranchies, préfigure les évolutions militaires ultérieures. Cette combinaison d'éléments iraniens, arabes et turcs témoigne d'une capacité d'intégration caractéristique de l'histoire perse. La montée en puissance des Ghaznavides au Xe siècle introduit une nouvelle dynamique. D'origine turque, mais profondément ancrée dans la culture persane, les souverains Ghaznévides étendent leur autorité vers l'Est, notamment en direction du sous-continent indien. Leur capitale Ghazni devient un centre politique et culturel rayonnant. Les campagnes militaires menées en Inde assurent un afflux de richesses qui finance le mécénat artistique et intellectuel. Les cours ghaznévides accueillent des poètes, des savants et des théologiens, renforçant le prestige de la culture persane dans un espace élargi. Le pouvoir ghaznévide repose sur une armée disciplinée et sur un système de loyauté personnelle entre le souverain et ses officiers. L'administration combine rigueur fiscale et pragmatisme politique. Bien que leur domination soit parfois marquée par une forte militarisation, les Ghaznévides contribuent à la diffusion du persan comme langue de cour et de culture, y compris dans des régions nouvellement conquises. Cette diffusion linguistique participe à l'unification symbolique d'un espace politique hétérogène. Au XIe siècle, l'irruption des Seldjoukides transforme en profondeur l'équilibre des forces. Ces Turcs nomades, convertis à l'islam sunnite, parviennent à établir un vaste empire s'étendant de l'Asie centrale à l'Anatolie. Leur domination sur l'Iran ne signifie pas l'effacement des traditions locales, mais leur intégration dans un cadre impérial plus large. Les Seldjoukides adoptent largement les structures administratives persanes et s'appuient sur des vizirs iraniens pour gouverner. La figure du grand vizir Nizam al-Mulk illustre cette symbiose entre autorité turque et savoir administratif persan. Le système politique seldjoukide se caractérise par l'usage de l'ikuta, une forme de concession foncière accordée en échange de services militaires. Ce mécanisme, souvent comparé à un système féodal, permet d'assurer la fidélité des émirs tout en garantissant le financement de l'armée. Toutefois, il comporte des risques de fragmentation du pouvoir lorsque les concessions deviennent héréditaires ou échappent au contrôle central. Malgré ces tensions, l'empire seldjoukide parvient à maintenir une relative cohésion pendant plusieurs décennies. L'organisation militaire joue un rôle déterminant dans la consolidation de ces dynasties médiévales. Les armées,
combine cavalerie turque, contingents locaux et troupes d'esclaves militaires. La mobilité et la discipline constituent des atouts majeurs, particulièrement face aux menaces extérieures. Cette militarisation s'accompagne d'un encadrement administratif sophistiqué où la perception de l'impôt, la gestion des terres et la surveillance des routes commerciales assurent les ressources nécessaires au fonctionnement de l'État. Parallèlement aux transformations politiques, la période médiévale voit un essor remarquable du développement intellectuel et artistique. Les madrasas fondées sous les Seldjoukides favorisent l'enseignement des sciences religieuses et juridiques, tandis que la philosophie, la médecine et les mathématiques connaissent un rayonnement international. Les savants iraniens participent activement aux débats intellectuels du monde islamique, contribuant à une circulation des savoirs qui dépasse les frontières régionales. L'architecture connaît également un âge d'or, marqué par la construction de mosquées monumentales, de caravansérails et de palais ornés de motifs complexes. Les villes jouent un rôle central dans cette dynamique. Ispahan, notamment sous les Seldjoukides, devient un centre politique et culturel de premier plan. Son urbanisme, ses mosquées et ses institutions éducatives témoignent d'une prospérité soutenue. Shiraz s'illustre par son raffinement culturel et son rôle dans la production littéraire, tandis que Raï, situé à proximité des grandes routes commerciales, constitue un carrefour stratégique. Ces centres urbains favorisent les échanges économiques, intellectuels et artistiques, renforçant la cohésion d'un espace pourtant marqué par la diversité ethnique et linguistique. La vitalité des dynasties médiévales persanes réside dans leur capacité à articuler continuité et innovation. Elles préservent l'héritage administratif et culturel de l'Antiquité, tout en intégrant des éléments nouveaux issus des migrations turques et des transformations du monde islamique. Cette synthèse produit une civilisation originale où la langue persane devient le vecteur d'une culture raffinée et influente. L'équilibre entre autorité militaire et administration civile, entre tradition locale et universalité islamique, constitue le socle de leur stabilité relative. Cependant, cette période n'est pas exempte de fragilité. Les rivalités dynastiques, la montée en puissance des pouvoirs locaux et les pressions extérieures, notamment celles des peuples nomades d'Asie centrale, annoncent des bouleversements futurs. Malgré ces défis, l'empreinte laissée par les dynasties médiévales persanes demeure profonde. Elles ont consolidé une identité culturelle et politique qui survivra aux invasions ultérieures et qui continuera de façonner l'histoire de l'Iran. Leur héritage se manifeste dans la permanence de la langue, dans la richesse artistique et dans la mémoire collective d'un âge où la Perse, tout en étant intégrée au monde islamique, affirmait avec éclat sa singularité historique. Chapitre 5. Invasion et reconstruction. L'équilibre laborieusement construit par les dynasties médiévales persanes fut brutalement bouleversé au XIIIe siècle par l'irruption des armées mongoles, dont l'avancée transforma durablement la carte politique de l'Eurasie. L'arrivée de ces forces venues des steppes d'Asie centrale ne constitua pas seulement un épisode militaire, mais un véritable séisme civilisationnel. Les structures administratives, les centres urbains florissants et les réseaux commerciaux qui avaient assuré la prospérité de l'Iran médiéval furent soumis à une épreuve sans précédent. Pourtant, loin d'anéantir définitivement la société perse, ces invasions ouvrirent un cycle complexe de destruction et de reconstruction au terme duquel émergèrent de nouvelles formes de pouvoir et d'expression culturelle. Les premières campagnes mongoles en territoire iranien s'inscrivent dans la vaste expansion initiée par Gengis Khan. Les cités de Transoxiane et du Khorasan furent parmi les premières touchées. La stratégie mongole, fondée sur la mobilité, la discipline et la terreur, visait à briser toute résistance par des démonstrations de force implacables. De nombreuses villes furent prises d'assaut, leurs murailles rasées, leur population massacrée ou dispersée. Les systèmes d'irrigation
essentiels à l'agriculture dans les régions arides, subirent des dommages considérables. Cette désorganisation entraîna un déclin démographique et économique dont les effets se firent sentir pendant des décennies. La chute des pouvoirs locaux facilita l'établissement d'une nouvelle autorité mongole dans la région. Avec la formation de l'Ilkhanat, branche de l'empire mongol installée en Iran, une recomposition politique s'opéra. Les souverains ilkhanides, initialement étrangers aux traditions administratives persanes, comprirent rapidement la nécessité de s'appuyer sur les élites locales pour gouverner efficacement. Cette collaboration donna naissance à un modèle hybride où la domination militaire mongole s'adossait à l'expertise bureaucratique iranienne. Les vizirs persans retrouvèrent une place centrale dans la gestion des finances, de la fiscalité et des affaires publiques. La conversion progressive des Ilkhans à l'islam marqua un tournant décisif. En adoptant la religion majoritaire de leurs sujets, ils facilitèrent leur intégration dans le tissu social et politique iranien. Cette islamisation du pouvoir mongol contribua à restaurer une certaine légitimité et permit la reprise de projets architecturaux et culturels. Les grandes cités, bien que profondément meurtries, commencèrent à se relever. Les marchés furent réorganisés, les routes commerciales sécurisées et les échanges avec la Chine, l'Asie centrale et le monde méditerranéen connurent un regain d'activité dans le cadre des vastes réseaux eurasiens contrôlés par les Mongols. La période ilkhanide se caractérise ainsi par une tension constante entre héritage nomade et sédentarité iranienne. Les souverains mongols conservaient des pratiques issues de la steppe, notamment dans l'organisation militaire et dans certaines formes de pouvoir personnel, mais ils adoptèrent progressivement les codes de la monarchie persane. Cette synthèse se manifesta dans l'art, l'architecture et la production intellectuelle. Les manuscrits enluminés de l'époque témoignent d'une fusion stylistique entre influences chinoises et traditions iraniennes. Malgré ces signes de renaissance, la fragmentation politique demeurait une menace permanente. À la mort des souverains forts, l'Ilkhanat se désagrégea en principautés rivales. Les luttes internes affaiblirent l'autorité centrale et exposèrent la région à de nouvelles ambitions conquérantes. C'est dans ce contexte qu'émergea la figure de Tamerlan, fondateur de la dynastie timouride. Originaire d'Asie centrale, il se présenta comme l'héritier des grandes traditions impériales, combinant l'héritage mongol et une admiration profonde pour la culture persane. Les campagnes de Tamerlan furent marquées par une violence comparable à celle des premières invasions mongoles. De nombreuses villes d'Iran et au-delà subirent sièges et destructions. Toutefois, à la différence des conquérants purement destructeurs, Tamerlan ambitionnait de bâtir un empire durable et prestigieux. Il fit de Samarcande sa capitale, qu'il transforma en un centre architectural et artistique de premier ordre. Les artisans, savants et artistes déplacés de force vers ces territoires contribuèrent à l'essor d'une culture timouride raffinée. En Iran même, l'autorité timouride favorisa une nouvelle phase de reconstruction. Les réseaux commerciaux furent restaurés, l'agriculture relancée et les centres urbains réorganisés. Les élites persanes continuèrent de jouer un rôle clé dans la nation. La langue et la littérature persane connurent un renouveau remarquable. Les cours timourides devinrent des foyers d'érudition, où historiens, poètes et théologiens élaborèrent une vision du pouvoir qui associait légitimité islamique et héritage impérial. La résilience de la société perse face à ces bouleversements constitue l'un des traits les plus frappants de cette période. Malgré les pertes humaines et matérielles, les structures fondamentales de la vie sociale ne disparurent pas. Les villages, ancrés dans des traditions agricoles anciennes, conservèrent leur mode d'organisation. Les confréries religieuses et les réseaux marchands contribuèrent à maintenir une cohésion communautaire. Les familles savantes et administratives perpétuèrent des savoirs indispensables au fonctionnement de l'État.
Cette capacité d'adaptation s'explique en partie par la profondeur historique de la civilisation iranienne. Habituée au cycle d'invasion et de recomposition, elle avait développé des mécanismes d'intégration des conquérants. Les élites locales surent transformer des dominations étrangères en opportunités de continuité culturelle. Les Mongols, puis les Timourides, finirent par adopter les usages persans en matière de gouvernement et de représentation du pouvoir. Ainsi, l'identité iranienne ne fut pas effacée par ces invasions, mais remodelée dans un cadre élargi. L'art et l'architecture de la période témoignent de cette synthèse. Les monuments combinent des techniques venues d'Asie centrale avec des motifs hérités des traditions locales. Les ateliers de miniature produisent des œuvres d'une grande finesse, illustrant des récits historiques et poétiques qui célèbrent à la fois la grandeur passée et la vitalité présente. Cette efflorescence culturelle contraste avec le souvenir des destructions initiales, soulignant la capacité de renaissance qui caractérise l'histoire perse. Sur le plan politique, les recompositions successives préparèrent le terrain pour de nouvelles dynasties qui émergeraient à l'aube de l'époque moderne. Les expériences administratives accumulées sous les Ilkhans et les Timourides fournirent des modèles de centralisation et de gestion territoriale. Les interactions accrues avec d'autres régions de l'Eurasie élargirent l'horizon économique et diplomatique de l'Iran. Ainsi, la période des invasions mongoles et de la domination timouride ne peut être réduite à une simple parenthèse de chaos. Elle constitue un moment charnière où destruction et reconstruction s'entrelacent. Les violences subies transformèrent profondément la démographie et l'économie, mais elles n'anéantirent pas les fondements culturels et sociaux de la Perse. Au contraire, en intégrant des éléments extérieurs et en adaptant ses structures internes, la société perse démontra une remarquable faculté de résilience. Cette capacité à survivre, à absorber et à recréer explique en grande partie la continuité historique de l'Iran, dont l'identité, forgée dans l'épreuve, sortit renforcée de ces siècles tourmentés. Chapitre 6. L'Empire safavide, Renaissance politique. Au tournant du XVIe siècle, l'espace iranien, encore marqué par les recompositions issues des dominations mongoles et timourides, voit émerger une nouvelle puissance appelée à transformer durablement son identité politique et religieuse. La fondation de l'Empire safavide ne constitue pas seulement l'avènement d'une dynastie parmi d'autres, elle inaugure une véritable renaissance politique fondée sur la centralisation du pouvoir, l'affirmation d'une souveraineté territoriale cohérente et l'institutionnalisation d'un islam chiite qui deviendra un élément structurant de l'identité iranienne. Cette période marque l'entrée de l'Iran dans l'époque moderne, avec des ambitions impériales affirmées et une diplomatie active sur la scène régionale et européenne. L'ascension d'Ismaïl Ier s'inscrit dans un contexte de fragmentation politique où différentes confédérations turkmènes se disputent l'héritage timouride. Chef charismatique d'un ordre religieux d'origine soufie, il parvient à fédérer des tribus guerrières, les Kizilbash, autour d'un projet à la fois spirituel et politique. En 1501, il s'empare de Tabriz et se proclame Shah, jetant les bases d'un nouvel État. Cette prise de pouvoir s'accompagne d'une volonté affirmée de restaurer l'autorité centrale sur l'ensemble du plateau iranien. Ismaïl Ier ne se contente pas d'unifier militairement les territoires, il entend refonder la légitimité du pouvoir en s'appuyant sur une idéologie religieuse forte. L'institutionnalisation du chiisme duodécimain constitue l'acte fondateur le plus déterminant de son règne. En imposant le chiisme comme religion officielle, les Safavides se distinguent clairement de leurs voisins sunnites, notamment l'Empire ottoman. Cette décision n'est pas seulement théologique, elle répond à une logique politique visant à consolider l'unité interne et à affirmer une identité spécifique face aux puissances concurrentes. La conversion d'une population majoritairement sunnite au chiisme s'effectue progressivement par la prédication, l'encadrement religieux
et parfois par la contrainte. Des savants chiites sont invités depuis le Liban, l'Irak et le Bahreïn pour structurer le clergé et diffuser la doctrine. Au fil des décennies, le chiisme s'enracine dans les pratiques sociales et les institutions, devenant un pilier durable de la société iranienne. La centralisation du pouvoir représente un autre chantier majeur de l'empire safavide. Si les Kizilbash jouent un rôle décisif dans la conquête initiale, leur influence tribale menace l'autorité du souverain. Les successeurs d'Ismaïl Ier, en particulier Abbas Ier, entreprennent de réduire cette dépendance en réorganisant l'armée et l'administration. Des corps militaires composés de goulams, esclaves d'origine caucasienne convertis et formés au service du Shah, sont créés pour contrebalancer les tribus. Cette réforme renforce l'autorité monarchique et favorise une administration plus stable et hiérarchisée. Les gouverneurs provinciaux sont nommés et contrôlés par le centre, limitant les tendances centrifuges. La capitale est déplacée à Ispahan sous Abbas Ier, symbole d'un pouvoir désormais consolidé. La ville devient le cœur politique, économique et culturel de l'Empire. Son urbanisme, ses places monumentales, ses mosquées et ses ponts témoignent d'une volonté de représentation impériale. L'architecture safavide exprime une synthèse entre héritage antérieur et innovations esthétiques, affirmant la grandeur d'un État rénové. Cette mise en scène du pouvoir s'accompagne d'un essor économique soutenu par le commerce intérieur et international. Les relations avec l'Empire ottoman constituent un enjeu central de la politique extérieure safavide. Les deux puissances, rivales sur le plan religieux et territorial, s'affrontent à plusieurs reprises pour le contrôle de l'Anatolie orientale, du Caucase et de la Mésopotamie. Ces conflits, parfois dévastateurs, contribuent à définir des frontières durables entre monde sunnite et chiite. Toutefois, la rivalité militaire s'accompagne aussi d'échanges diplomatiques et de périodes de paix relatives. Les traités conclus au fil des décennies stabilisent progressivement les zones de contact, permettant à chaque empire de consolider ses positions internes. Parallèlement à cette rivalité régionale, les Safavides développent des relations diplomatiques avec les puissances européennes. Conscients de l'intérêt stratégique d'une alliance contre les Ottomans, ils entretiennent des contacts avec les royaumes d'Espagne, du Portugal, puis avec les puissances maritimes montantes comme l'Angleterre et les Provinces-Unies. Le commerce de la soie, produit phare de l'économie safavide, attire marchands et compagnies européennes. Des missions diplomatiques sont échangées, des traités commerciaux négociés et des comptoirs établis dans le golfe Persique. Cette ouverture favorise l'intégration de l'Iran dans les réseaux économiques mondiaux de l'époque moderne. Le développement commercial renforce les villes et stimule la production artisanale. Les ateliers textiles, la céramique, le travail du métal et la miniature connaissent un nouvel âge d'or. Les routes caravanières sont sécurisées, les caravansérails multipliés, facilitant la circulation des marchandises et des idées. Cette prospérité relative contribue à la stabilité sociale et à la consolidation du pouvoir central. La renaissance politique safavide ne se limite pas aux institutions. Elle transforme en profondeur la société. Le clergé chiite acquiert une influence croissante, participant à l'encadrement moral et juridique des communautés. Les cérémonies religieuses, notamment celles commémorant le martyre de l'imam Hussein, deviennent des moments clés de la vie collective, renforçant la cohésion identitaire. L'art religieux, la poésie et la philosophie s'inscrivent dans cette dynamique, donnant naissance à une culture originale où spiritualité et pouvoir se répondent. Cependant, cette centralisation comporte aussi des fragilités. La dépendance à l'égard du commerce de la soie expose l'économie aux fluctuations extérieures. Les rivalités internes,
les tensions entre factions militaires et religieuses, ainsi que la pression constante des frontières exigent une vigilance permanente. Après l'apogée atteint sous Abbas Ier, l'Empire connaît un lent déclin marqué par des difficultés financières et une perte de cohésion militaire. Malgré ces défis, l'Empire safavide laisse une empreinte durable dans l'histoire iranienne. Il fixe les contours territoriaux essentiels de l'Iran moderne, consolide le chiisme comme religion dominante et établit un modèle de monarchie centralisée qui influencera les dynasties ultérieures. En articulant réformes religieuses, centralisation administrative et ouverture diplomatique, il incarne une véritable renaissance politique. Cette période illustre la capacité de la Perse à se réinventer après les cycles d'invasion et de fragmentation, affirmant à nouveau sa place comme acteur majeur du Proche-Orient et comme civilisation dotée d'une identité forte et pérenne. Chapitre 7. Société et structure sociale. L'organisation interne de l'Iran à l'époque moderne et prémoderne repose sur un équilibre complexe entre pouvoir monarchique, force militaire, autorité religieuse et dynamique sociale profondément enracinée dans les traditions rurales et tribales. La société perse ne se résume pas à une hiérarchie figée, elle constitue un ensemble mouvant où s'articulent des structures anciennes et des transformations progressives. Comprendre ces structures sociales permet de saisir la solidité, mais aussi les fragilités des États qui se succèdent sur le plateau iranien. Au sommet de l'édifice social se trouve la monarchie, incarnation du pouvoir politique et symbole de l'unité territoriale. Le souverain concentre en théorie l'autorité militaire, judiciaire et fiscale. Son pouvoir repose autant sur la légitimité religieuse que sur la capacité à maintenir l'ordre et à distribuer les charges. Autour de lui gravitent des élites militaires dont l'importance varie selon les périodes, issues parfois des confédérations tribales turkmènes, parfois de corps d'esclaves soldats formés au service du trône. Ces élites constituent l'ossature coercitive de l'État. Leur fidélité est essentielle à la stabilité du régime, mais leur puissance peut également représenter une menace lorsque leurs intérêts divergent de ceux du centre. La monarchie doit donc sans cesse arbitrer, récompenser et contrôler, afin d'éviter l'émergence de foyers autonomes. Ces élites militaires ne sont pas seulement des combattants, elles occupent fréquemment des fonctions administratives et gouvernent des provinces. En échange de leurs services, elles reçoivent des concessions foncières ou des revenus fiscaux. Ce système crée un lien direct entre contrôle territorial et services armés, mais il comporte des risques de fragmentation lorsque ces concessions deviennent héréditaires. La centralisation du pouvoir dépend ainsi de la capacité du souverain à maintenir un équilibre entre délégation et supervision. À côté de cette aristocratie guerrière, le clergé chiite joue un rôle déterminant dans la structuration sociale, particulièrement depuis l'institutionnalisation du chiisme. Les oulémas, juristes et théologiens, forment un corps influent qui encadre la vie religieuse, interprète la loi islamique et administre les fondations pieuses. Leur autorité ne repose pas sur la force militaire, mais sur la maîtrise du savoir religieux et sur leur capacité à mobiliser les croyants. Les mosquées, les écoles religieuses et les sanctuaires deviennent des centres d'influence où se forge une culture commune. Le clergé intervient également dans les affaires sociales et économiques. Les waqfs, fondations pieuses dotées de biens fonciers, financent l'éducation, l'assistance et l'entretien des lieux de culte. Ce réseau d'institutions contribue à stabiliser la société en fournissant des services essentiels. Toutefois, l'influence religieuse peut entrer en tension avec le pouvoir monarchique, notamment lorsque les souverains tentent de limiter l'autonomie du clergé ou de réformer la fiscalité au détriment des exemptions religieuses. Cette relation ambivalente, faite de coopération et de rivalité, constitue l'un des axes majeurs de l'histoire sociale iranienne. Au-delà des centres urbains et des institutions étatiques,
Le tribalisme et le nomadisme représentent des composantes essentielles de la société perse. De nombreuses tribus, organisées selon des structures claniques, parcourent les steppes et les montagnes avec leurs troupeaux. Leur mode de vie pastoral répond à des contraintes écologiques spécifiques et entretient une culture de solidarité interne et d'autonomie. Ces groupes peuvent servir de force militaire précieuse pour le pouvoir central, mais ils conservent souvent une forte identité propre. Les alliances matrimoniales, les pactes de loyauté et les négociations fiscales rythment les relations entre tribus et monarchies. Le nomadisme n'est pas synonyme d'isolement. Les tribus participent aux échanges commerciaux, fournissent des produits animaux aux marchés urbains et assurent parfois la sécurité des routes caravanières. Leur mobilité leur confère une capacité d'adaptation remarquable, mais elle complique également le contrôle fiscal et administratif. Les tentatives de sédentarisation entreprises par certains souverains témoignent de la volonté d'intégrer plus étroitement ces populations dans le cadre étatique, sans toujours réussir à dissoudre leur autonomie. La paysannerie constitue la base démographique et économique de la société. Installés dans des villages irrigués par des systèmes hydrauliques anciens, les paysans assurent la production céréalière et l'approvisionnement des villes. Leur condition dépend étroitement du régime fiscal en vigueur. Les impôts peuvent être perçus directement par l'État ou par des intermédiaires bénéficiant de concessions. Une fiscalité excessive fragilise les communautés rurales, entraînant endettement et migration. À l'inverse, des périodes de stabilité favorisent l'expansion agricole et l'amélioration des infrastructures d'irrigation. La vie villageoise s'organise autour de solidarités locales, de conseils d'anciens et de traditions coutumières. Les chefs de village jouent un rôle d'intermédiaire entre autorités et habitants. Malgré leur position subalterne dans la hiérarchie sociale, les paysans disposent d'une capacité de résistance passive, notamment par la fuite ou la diminution de la production lorsque la pression fiscale devient insoutenable. Ainsi, l'équilibre entre extraction des ressources et préservation de la base productive constitue un enjeu constant pour le pouvoir central. Les villes, quant à elles, rassemblent artisans, marchands, savants et fonctionnaires. Les bazars forment le cœur économique urbain, où s'entrecroisent activités commerciales et réseaux de sociabilité. Les guildes artisanales structurent la production et régulent les métiers. Les marchands jouent un rôle clé dans le financement des échanges à longue distance et dans la circulation des capitaux. Cette bourgeoisie urbaine, bien que dépourvue de pouvoir politique formel, exerce une influence indirecte par sa maîtrise des flux économiques. La société perse inclut également des minorités religieuses qui occupent des positions spécifiques. Les communautés chrétiennes arméniennes, par exemple, participent activement au commerce international, notamment dans le secteur de la soie. Les Juifs, présents depuis l'Antiquité, contribuent à la vie économique et artisanale. Les Zoroastriens, héritiers de la religion pré-islamique, maintiennent leurs traditions malgré leur statut minoritaire. Ces groupes bénéficient souvent d'une autonomie interne en matière de droits personnels, tout en étant soumis à des taxes spécifiques. Leur présence enrichit la diversité culturelle de l'Iran, même si elle s'accompagne parfois de discriminations et de contraintes juridiques. L'interaction entre ces différentes composantes façonne une société stratifiée mais interconnectée. La monarchie dépend des élites militaires pour imposer son autorité, du clergé pour légitimer son pouvoir, des tribus pour renforcer ses armées, des paysans pour assurer les ressources fiscales et des marchands pour stimuler l'économie. Chaque groupe, en retour, cherche à préserver ses intérêts et à négocier sa place dans l'ordre établi. Cette complexité sociale explique à la fois la résilience et les tensions récurrentes de l'histoire iranienne. Lorsque l'équilibre est maintenu, l'État bénéficie d'une base solide et d'une cohésion relative. Lorsque les rivalités s'exacerbent ou que la pression fiscale devient excessive, des crises éclatent, révélant les fractures latentes. Néanmoins, la permanence de certaines structures
tels que l'autorité monarchique, le rôle du clergé chiite et la vitalité des communautés locales, confèrent à la société perse une continuité remarquable à travers les siècles. Ainsi, l'étude des structures sociales met en lumière une organisation profondément enracinée dans l'histoire, capable d'intégrer diversité et hiérarchie. Elle révèle un tissu social où le pouvoir ne repose pas uniquement sur la coercition, mais sur un réseau d'interdépendance. Cette architecture complexe, fruit d'une longue évolution, constitue l'un des fondements de la permanence historique de l'Iran et de sa capacité à traverser les épreuves tout en préservant son identité. Chapitre 8. Économie et réseaux commerciaux. L'économie de la Perse prémoderne constitue un réseau complexe et interconnecté où se mêlent activités agricoles, artisanat local et échanges internationaux. Comprendre ces dynamiques économiques est essentiel pour saisir la vitalité et la résilience de la société perse, mais également ses vulnérabilités face aux pressions extérieures et aux fluctuations des marchés mondiaux. Les routes commerciales, les produits échangés, l'organisation agraire et le rôle de l'État dans la fiscalité constituent des éléments centraux qui structurent la vie quotidienne, les relations sociales et la puissance politique du pays. Les routes caravanières forment l'épine dorsale de l'économie perse. Depuis les plaines fertiles jusqu'au désert et aux montagnes, ces voies de communication permettent la circulation des marchandises, des informations et des personnes. Les caravanes transportent principalement de la soie, des textiles, des épices, des métaux précieux, mais également des produits alimentaires et artisanaux. Ces routes relient les centres urbains majeurs tels qu'Ispahan, Shiraz, Tabriz et Mashhad et permettent à la Perse de s'insérer dans un vaste réseau commercial reliant l'Inde, l'Asie centrale, l'Empire ottoman et l'Europe. La sécurité de ces routes est un enjeu constant pour le pouvoir central, qui doit négocier avec les tribus nomades, assurer la protection des voyageurs et percevoir les droits de passage. L'État investit dans des infrastructures comme des caravansérails, des ponts et des systèmes d'approvisionnement en eau pour faciliter le commerce et stimuler l'activité économique. Le commerce international joue un rôle crucial dans l'économie perse. La soie perse est particulièrement prisée sur les marchés européens et asiatiques, tandis que les épices et certains produits artisanaux transitent via l'Inde et les ports de l'océan Indien. Ces échanges génèrent des flux de devises et de biens qui enrichissent à la fois l'État et les élites urbaines. La fiscalité sur ces transactions, souvent perçue par des intermédiaires ou des fonctionnaires locaux, constitue une source majeure de revenus pour le trésor royal. Cependant, l'économie perse reste vulnérable aux fluctuations extérieures, qu'elles soient liées aux guerres, au changement de route commerciale ou à la concurrence avec d'autres puissances régionales. L'agriculture constitue le pilier de l'économie intérieure. Les terres irriguées par des canaux et des khanats permettent la production de céréales, de fruits et de légumes destinés à l'alimentation locale, mais également à l'exportation. La fiscalité agraire repose sur un système de perception proportionnelle aux récoltes et parfois sur des concessions temporaires accordées à des notables ou à des chefs militaires. La production agricole est étroitement liée à la stabilité sociale et à la sécurité des routes. Les famines, les sécheresses ou les révoltes locales peuvent affecter non seulement l'approvisionnement alimentaire, mais aussi la solidité financière du pouvoir central. L'artisanat et l'industrie locale complètent cette économie. Les ateliers urbains produisent des textiles, de la poterie, des armes, des objets en métal et des produits de luxe destinés aux élites et à l'exportation. Les guildes régulent la production, garantissent la qualité et supervisent les transmissions de savoir-faire. Ces structures favorisent l'innovation et la pérennité des techniques artisanales tout en maintenant un contrôle sur les prix et la distribution. La collaboration entre marchands, artisans et autorités locales constitue un pilier essentiel de la stabilité économique. Les relations avec les puissances étrangères influencent profondément la dynamique économique perse.
Les concessions octroyées à des marchands britanniques, français ou hollandais permettent l'introduction de nouveaux produits et techniques. Mais elles impliquent également une dépendance partielle et des tensions politiques. Les marchés perses, situés sur les routes de transit, deviennent ainsi des points de contact privilégiés où s'exprime la diplomatie économique, la concurrence et parfois la rivalité géopolitique. La Perse se trouve au carrefour de multiples influences, et sa capacité à négocier des accords commerciaux équilibrés détermine en grande partie son autonomie et sa prospérité. La fiscalité constitue un autre levier central. Les impôts sur l'agriculture, le commerce et les activités urbaines financent le fonctionnement de l'État, l'entretien des infrastructures et le paiement des élites militaires. La perception de ces impôts repose sur une administration complexe qui combine agents centraux et intermédiaires locaux. La lourdeur ou l'injustice perçue de la fiscalité peut provoquer des tensions, des révoltes paysannes ou la fuite des élites économiques vers des régions moins contrôlées. L'État doit donc maintenir un équilibre délicat entre extraction de ressources et soutien à la production et au commerce. Les échanges avec l'Inde sont particulièrement significatifs. Les routes terrestres et maritimes facilitent l'exportation de soie, de produits artisanaux et de marchandises rares, tandis que les importations apportent des épices, des pierres précieuses et des tissus. Ces flux commerciaux stimulent l'activité économique des ports et des villes intermédiaires, créant des réseaux de marchands spécialisés capables de naviguer dans les complexités des systèmes fiscaux et des régulations locales. L'Inde constitue également une source de modèles culturels et techniques qui influencent les artisans et les élites perses. Les relations avec l'Empire ottoman reflètent une autre dimension des échanges économiques. En plus de l'échange de biens, la Perse doit composer avec la concurrence pour le contrôle de certaines routes et marchés régionaux. Les alliances ou tensions politiques modifient directement la fluidité des échanges et la rentabilité des activités commerciales. La diplomatie économique devient un instrument essentiel pour maintenir l'accès au marché et sécuriser les ressources nécessaires à l'État. La Perse entretient également des liens avec l'Europe, où les produits de luxe et les matières premières suscitent un intérêt croissant. Les commerçants européens cherchent à établir des contacts directs avec les autorités locales, ce qui introduit de nouvelles pratiques commerciales, des systèmes de crédit et des modes de comptabilité avancés. Ces interactions enrichissent l'économie perse tout en introduisant une dépendance et des tensions potentielles liées à la concurrence et à l'ingérence étrangère. Enfin, l'organisation sociale et économique est profondément interdépendante. Les élites militaires et religieuses jouent un rôle clé dans la régulation et le contrôle des flux économiques, tandis que les villes et les villages assurent la production et le commerce local. Les tribus nomades, en transportant des marchandises et en garantissant la sécurité des routes, participent également à la dynamique commerciale. L'ensemble forme un réseau cohérent, capable de résister aux chocs externes et internes, mais toujours vulnérable aux pressions politiques et aux transformations géopolitiques. L'étude des routes commerciales, de la fiscalité, de l'agriculture et des échanges internationaux révèle que l'économie perse ne peut être comprise isolément. Elle se déploie dans un ensemble complexe où chaque acteur, des marchands urbains aux paysans, des élites religieuses aux chefs tribaux, contribue à la prospérité et à la survie de l'État. Les réseaux commerciaux sont non seulement une source de richesse, mais aussi un instrument de pouvoir et de cohésion sociale, assurant à la Perse un rôle central dans l'Asie prémoderne et dans les échanges internationaux jusqu'au XIXe siècle. Chapitre 9. Culture et civilisation. La richesse culturelle et civilisationnelle de la Perse prémoderne constitue un pilier fondamental pour comprendre non seulement l'identité perse, mais aussi son influence durable sur la région et au-delà. L'art, la littérature, l'architecture, la science et la philosophie ne sont pas seulement des témoignages esthétiques ou intellectuels.
Ils reflètent également les structures sociales, les rapports de pouvoir et les valeurs collectives de la société perse. Cette culture persane, fruit de siècles de continuité et de transformation, exprime un équilibre subtil entre héritage ancien et innovation, entre influence extérieure et affirmation d'une identité nationale propre. La littérature persane classique occupe une place centrale dans la civilisation. Les poètes et écrivains perses, depuis Ferdowsi avec le Shahnameh jusqu'aux mystiques et philosophes médiévaux, transmettent des récits, des légendes et des enseignements moraux qui structurent l'imaginaire collectif. Ces œuvres ne sont pas seulement des créations littéraires, elles forment un socle commun, permettant aux élites et aux classes instruites de se reconnaître dans une mémoire culturelle partagée. Les épopées et les poèmes épiques célèbrent à la fois les héros, les victoires et la grandeur de l'histoire perse, tout en instillant des valeurs de courage, de loyauté et de justice. Les récits de sagesse, les traités poétiques et philosophiques montrent également comment la pensée persane aborde les questions métaphysiques, morales et sociales, reliant la vie quotidienne à des principes universels. L'architecture et l'urbanisme témoignent d'une sophistication remarquable. Les villes comme Ispahan, Shiraz et Tabriz illustrent la capacité des souverains à allier puissance politique, beauté et fonctionnalité. Les mosquées, les palais et les jardins ne sont pas seulement des espaces religieux ou résidentiels. Ils incarnent l'ordre cosmique, la hiérarchie sociale et l'esthétique persane. Les techniques constructives, les motifs décoratifs, l'usage des mosaïques et des calligraphies révèlent un haut niveau de maîtrise artistique et technique, ainsi qu'une attention à l'expérience sensorielle des habitants et des visiteurs. L'urbanisme persan intègre également des considérations pratiques, réseaux d'eau, caravansérails, marchés et infrastructures de communication témoignent de l'organisation sophistiquée des villes et de leur rôle central dans la cohésion économique et sociale. Les sciences et la philosophie prospèrent dans un contexte de curiosité et d'échanges intellectuels. Astronomie, mathématiques, médecine et philosophie sont des disciplines étroitement liées, souvent soutenues par les cours royales et les institutions religieuses. Les érudits persans étudient les textes anciens, commentent les œuvres grecques et indiennes et adaptent ces connaissances aux besoins et aux contextes locaux. La médecine persane, par exemple, combine observation empirique et enseignement philosophique, reflétant une vision intégrée du corps et de l'esprit. La philosophie explore la nature de l'être, le rôle de la providence et les principes éthiques qui guident la vie humaine, offrant ainsi des cadres intellectuels qui influencent la gouvernance et la vie quotidienne. L'art de cour et l'artisanat expriment à la fois prestige et identité culturelle. Les miniatures, tapis, céramiques et objets en métal témoignent d'une virtuosité technique et esthétique qui sublime les matériaux locaux. Ces productions ne sont pas seulement décoratives, elles véhiculent des symboles de pouvoir, des récits historiques ou religieux et des références à la grandeur impériale. Les artistes et artisans collaborent souvent avec la cour, répondant à des commandes exigeantes qui reflètent le statut social et les ambitions des élites. Le mécénat royal soutient également des écoles artistiques et des ateliers, assurant la transmission des techniques et la continuité des traditions, tout en favorisant l'innovation et l'adaptation aux goûts changeants. La culture persane est indissociable de la religion et de la spiritualité. Le chiisme, institué par les Safavides, influence non seulement les pratiques religieuses, mais aussi l'art, la littérature et les institutions éducatives. Les fêtes, cérémonies et rituels intègrent des éléments artistiques et symboliques, renforçant la cohésion sociale et la transmission des valeurs. Les écoles religieuses jouent un rôle clé dans la formation intellectuelle, la médiation sociale et la consolidation des normes morales, illustrant l'interconnexion entre pouvoir, foi et culture.
La transmission culturelle repose sur un réseau dense d'écoles, de bibliothèques et de cercles intellectuels. Les manuscrits copiés, les traités scientifiques et les poèmes sont partagés entre les villes et les régions, assurant la diffusion des connaissances et la continuité des traditions. Cette circulation des idées contribue à la vitalité intellectuelle, favorise les débats et stimule l'adaptation aux défis politiques, économiques et sociaux. La culture persane est donc à la fois un héritage et un instrument de cohésion, permettant à la société de préserver son identité face aux invasions, aux influences extérieures et aux transformations internes. Enfin, la civilisation perse prémoderne montre un équilibre subtil entre innovation et tradition. La littérature, l'art, la philosophie et la science ne sont pas des activités isolées. Elles interagissent avec l'économie, la politique et la société, reflétant la complexité d'une culture profondément intégrée. Cette culture contribue à la résilience de l'État perse, à la légitimation des dynasties et à l'affirmation d'une identité qui survit aux bouleversements historiques. Comprendre la richesse culturelle et civilisationnelle de la Perse permet ainsi de saisir la profondeur de son héritage, sa capacité d'adaptation et sa place unique dans l'histoire mondiale. Chapitre 10. Déclin safavide et instabilité. Le déclin de l'empire safavide marque un tournant majeur dans l'histoire politique et sociale de la Perse prémoderne. Cette période de fragilisation commence dès la fin du règne de Shah Abbas II et s'accentue au cours des décennies suivantes, révélant les limites structurelles de l'État safavide et les tensions internes qui érodent progressivement son autorité. Les crises internes, qu'elles soient politiques, économiques ou militaires, illustrent comment un pouvoir centralisé, aussi fort soit-il à son apogée, peut s'effondrer face à des défis internes accumulés et à des pressions externes. La faiblesse administrative, la corruption au sein de la bureaucratie et l'épuisement des ressources financières combinés à des conflits dynastiques fragilisent l'appareil d'État et minent la confiance des élites militaires et religieuses. Les invasions afghanes constituent l'un des facteurs externes les plus déstabilisants pour l'empire safavide. Les attaques répétées des Afghans, culminant avec la prise de la capitale Ispahan en 1722, révèlent non seulement l'incapacité de l'État à défendre efficacement ses frontières, mais également la fragilité des structures militaires et l'épuisement des ressources humaines et matérielles. Ces invasions entraînent un chaos immédiat, des déplacements massifs de population, la destruction de villes et de ressources agricoles et un effondrement partiel des institutions publiques. La chute de la capitale, symbole de la puissance safavide, est un choc profond pour l'ensemble de l'élite perse et ouvre la voie à des luttes de pouvoir internes qui durent plusieurs décennies. La période des dynasties intermédiaires est caractérisée par une fragmentation du pouvoir et par la multiplication des acteurs régionaux. Des chefs locaux, des gouverneurs et des dynasties provinciales tentent d'exploiter le vide laissé par la chute de l'autorité centrale. Ces dynasties intermédiaires, souvent en conflit entre elles, maintiennent certaines structures administratives et militaires, mais ne parviennent pas à restaurer un État centralisé capable de rivaliser avec les puissances étrangères. La Perse devient ainsi un patchwork de territoires semi-indépendants, où les alliances fluctuantes, les rivalités internes et les interventions extérieures créent un climat d'instabilité chronique. Cette période montre combien la résilience d'une société dépend de la solidité de ses institutions politiques et de sa cohésion interne. L'émergence des Qajars à la fin du XVIIIe siècle marque la transition vers une nouvelle phase de l'histoire perse. Cette dynastie, originaire du nord de la Perse, profite du vide politique laissé par les conflits internes et les invasions afghanes pour asseoir progressivement son autorité sur le territoire. Les Qajars reconstruisent partiellement l'appareil d'État, centralisent le pouvoir et tentent de rétablir la sécurité dans les principales villes et sur les routes commerciales.
Cependant, leur règne est également marqué par des difficultés financières, des pressions étrangères croissantes, notamment de la Russie et de la Grande-Bretagne, et par la nécessité de gérer une société profondément marquée par plusieurs décennies de conflits et de fragmentation. Le déclin safavide et l'instabilité qui s'ensuit ont des conséquences durables sur la société perse. Les structures sociales et économiques sont profondément affectées. La paysannerie subit la pression des conflits et de la fiscalité. Les élites militaires et religieuses voient leur rôle transformé. Et les minorités religieuses naviguent dans un contexte d'incertitude politique et de tensions locales. La culture et les institutions persanes, bien que résilientes, doivent s'adapter à de nouvelles réalités où le pouvoir central est moins stable et où les menaces externes deviennent de plus en plus déterminantes. En analysant cette période, on comprend comment la fragilité interne, combinée à des pressions externes, peut précipiter le déclin d'un empire autrefois puissant. La succession de crises internes, les invasions afghanes et l'émergence de dynasties intermédiaires mettent en lumière les vulnérabilités structurelles de l'empire safavide et préparent le terrain pour l'installation des Qajars. Cette phase de l'histoire perse démontre l'interconnexion entre politique, société, économie et sécurité et illustre comment un empire peut perdre sa cohésion et son influence face à une combinaison de facteurs endogènes et exogènes. La mémoire de ces événements influence également les perceptions de pouvoir, de stabilité et de gouvernance dans la Perse moderne, offrant un enseignement sur la manière dont les États peuvent être vulnérables à la fois aux menaces internes et aux interventions extérieures. Cette période de déclin et d'instabilité constitue donc un chapitre essentiel pour comprendre la transition historique entre l'âge d'or safavide et la consolidation Qadjar, et pour saisir les dynamiques complexes qui façonnent la Perse prémoderne. Elle permet également d'éclairer la persistance de certaines structures sociales et politiques et l'importance de la résilience culturelle face aux bouleversements historiques. Chapitre 11. Lecture critique de John Malcolm. La lecture critique de l'ouvrage de John Malcolm, publié en 1815, nécessite une analyse attentive de son approche, de ses biais potentiels et de sa valeur historique. L'œuvre, fruit de l'expérience diplomatique et militaire de Malcolm en Perse, reflète indéniablement une vision britannique de l'époque profondément marquée par le contexte impérial et colonial. Comprendre cette perspective est essentiel pour saisir comment les intérêts politiques et économiques de l'Empire britannique ont pu influencer la manière dont la Perse est décrite et analysée. Malcolm n'était pas un simple observateur neutre. Son rôle de diplomate et d'officier au service de la couronne britannique l'inscrivait dans un cadre géopolitique où la compréhension de la Perse était intimement liée aux ambitions britanniques en Asie et au contrôle des routes stratégiques vers l'Inde. La vision britannique de Malcolm se manifeste dès l'introduction de son ouvrage et se prolonge tout au long des chapitres par la valorisation des traits qui intéressaient directement Londres. Stabilité politique, relations commerciales, loyauté des élites locales et capacité de la Perse à servir d'allié ou de tampon face aux autres puissances, notamment la Russie et la France. Ce point de vue reflète une logique pragmatique et stratégique, où l'histoire perse n'est pas seulement étudiée pour elle-même, mais pour sa pertinence dans l'équilibre des puissances à l'époque. Le regard de Malcolm peut ainsi être qualifié d'orientaliste, non dans le sens d'une étude scientifique de la culture perse, mais plutôt comme une lecture eurocentrique qui tend à interpréter les réalités locales à travers le prisme des préoccupations britanniques. Il valorise certains aspects du pouvoir perse, comme la centralisation administrative ou la loyauté des élites militaires, tout en minimisant ou en critiquant d'autres phénomènes qui ne servaient pas directement les intérêts impériaux. Cependant, malgré ces biais, l'ouvrage de Malcolm apporte des contributions majeures à la connaissance de la Perse prémoderne. Son récit est extrêmement riche en détails.
Il repose sur des observations directes, des témoignages recueillis lors de missions diplomatiques et l'accès à des archives et documents administratifs souvent inédits pour l'époque. La description des structures politiques, des institutions, des pratiques économiques et sociales de la Perse est exhaustive, offrant un panorama précis des dynasties, des régions et des interactions avec les puissances voisines. Ces informations constituent une source précieuse pour l'historiographie occidentale, permettant de compléter et de corriger des récits antérieurs, souvent fragmentaires ou basés sur des légendes et des stéréotypes. Malgré ces apports, l'ouvrage comporte également des limites méthodologiques notables. La subjectivité de Malcolm, sa focalisation sur les intérêts britanniques et sa lecture eurocentrique peuvent conduire à une interprétation partiale de certains événements et phénomènes sociaux. Ces descriptions sont parfois simplifiées, notamment lorsqu'il analyse les conflits internes, les dynamiques tribales ou les pratiques religieuses. La perspective coloniale peut également influencer son jugement sur la souveraineté perse, présentant la présence ou l'influence britannique comme naturelle et bénéfique, alors qu'une lecture contemporaine soulignerait les tensions et les résistances locales. L'absence de critique systématique des sources persanes et le recours à des informateurs parfois intéressés peuvent limiter la fiabilité de certaines informations. En considérant ces éléments, l'ouvrage de Malcolm doit être lu avec un regard critique. Il combine richesse documentaire et biais contextuels, offrant à la fois une mine d'informations et la nécessité de discerner les lectures influencées par l'impérialisme britannique. La valeur de cette lecture critique réside dans la capacité à utiliser Malcolm comme point de départ pour comprendre la Perse du début du XIXe siècle, tout en intégrant d'autres sources, tant persanes qu'européennes, pour obtenir une vision plus équilibrée et nuancée. L'analyse de Malcolm permet également de réfléchir à la manière dont les historiographies occidentales ont construit la représentation de l'Orient, en sélectionnant et en interprétant les faits selon les besoins politiques et stratégiques. Cette réflexion ouvre une perspective méthodologique importante pour les historiens modernes. Elle invite à confronter les sources, à reconnaître les biais implicites et à replacer chaque observation dans son contexte. Enfin, elle souligne que l'histoire de la Perse, telle que racontée par Malcolm, ne se limite pas à une chronologie politique, mais engage des questions plus larges sur le regard de l'Occident, l'influence de l'impérialisme et la manière dont la connaissance peut être façonnée par les intérêts de celui qui écrit. Ainsi, le chapitre offre une synthèse critique qui met en évidence à la fois la richesse documentaire de John Malcolm et les limites de son approche, permettant de mieux comprendre le rôle de l'observation britannique dans la construction de la mémoire historique de la Perse et dans la perception occidentale de l'Orient au début du XIXe siècle. Chapitre 12. Héritage et actualité. Ce chapitre explore la continuité historique de la Perse et la manière dont son passé influence encore le présent, en mettant l'accent sur la construction de l'Iran moderne et sur le rôle géopolitique durable de cette région. Comprendre l'héritage perse nécessite de considérer non seulement les dynasties et les structures politiques qui ont marqué les siècles passés, mais également les continuités culturelles, linguistiques et religieuses qui ont permis à la Perse de rester une entité identifiable malgré les invasions, les occupations étrangères et les changements dynastiques. L'identité perse, consolidée à travers l'histoire, a toujours su préserver son essence malgré les influences extérieures et les pressions impériales. Cette résilience historique est l'un des fils conducteurs qui relient la Perse antique, médiévale et prémoderne à l'Iran contemporain, démontrant que la construction d'un État moderne repose autant sur la continuité culturelle que sur les transformations politiques. Le chapitre analyse comment la Perse, à travers ses institutions, son administration et ses élites, a su maintenir un sentiment d'unité nationale malgré les crises dynastiques et les bouleversements externes. Les modèles impériaux et administratifs des Achéménides, des Sassanides et des Safavides
ont laissé des traces durables dans la manière dont la société iranienne organise le pouvoir central et régional. Ces structures ont servi de base à la consolidation de l'État qajar, puis à la modernisation de l'Iran sous les dynasties suivantes. Le chapitre souligne que la construction de l'Iran moderne ne peut être comprise sans reconnaître l'importance de cet héritage, tant dans le domaine politique que culturel, et comment il a façonné les perceptions de la souveraineté et de l'identité nationale. Une dimension essentielle abordée dans ce chapitre est la permanence du facteur géopolitique. La Perse-Iran a toujours occupé une position stratégique, pivot entre l'Orient et l'Occident, entre les routes commerciales et les ressources naturelles. Cette centralité a attiré l'attention des grandes puissances, des empires voisins et des acteurs régionaux, que ce soit au temps des Safavides ou à l'époque des rivalités anglo-russes. L'histoire montre que ces interactions ont forgé une diplomatie complexe et un sens aigu de la protection des intérêts nationaux, permettant à la Perse de survivre et de se réinventer tout en restant un acteur incontournable de la région. Aujourd'hui encore, l'Iran occupe ce rôle de pivot stratégique, héritant de siècles de tensions, d'alliances et de conflits qui continuent d'influencer la géopolitique contemporaine du Moyen-Orient. Le chapitre met également en lumière la continuité culturelle et religieuse. Malgré les invasions mongoles, la domination turque et les pressions impériales européennes, la langue perse, les pratiques culturelles et la religion chiite sont restés des marqueurs essentiels de l'identité nationale. Cette permanence a permis à la Perse de maintenir un lien étroit avec son passé et de créer une identité moderne cohérente, intégrant les influences extérieures sans renier son héritage. Les traditions intellectuelles, artistiques et scientifiques sont également valorisées comme des éléments qui ont permis à la Perse de rester un centre culturel majeur, influençant ses voisins et consolidant son prestige historique. Enfin, le chapitre aborde la manière dont l'héritage perse continue de façonner la politique, la société et la diplomatie de l'Iran contemporain. Les leçons tirées de l'histoire impériale, de la gestion des minorités et de la diplomatie complexe servent encore de référence pour la conduite des affaires intérieures et extérieures. La Perse, comme pivot régional historique, démontre que la géopolitique n'est jamais dissociée de la mémoire collective et de l'identité culturelle. Comprendre cet héritage est donc crucial pour analyser les enjeux actuels au Moyen-Orient et pour saisir comment un pays peut rester fidèle à ses racines tout en s'adaptant aux exigences du monde moderne. Ainsi, héritage et actualité montrent que la Perse, tout en ayant évolué à travers les siècles, conserve une continuité fondamentale qui la relie à l'Iran moderne, en faisant un acteur géopolitique stratégique. Une nation culturellement riche et un exemple de résilience historique face aux défis internes et externes. Ce chapitre souligne que l'histoire perse n'est jamais isolée, mais toujours connectée aux dynamiques régionales et globales, offrant une compréhension approfondie du passé pour décrypter le présent et anticiper l'avenir. La conclusion de ce livre sur l'histoire de la Perse souligne combien le passé de cette région continue de façonner le présent et l'avenir de l'Iran. De l'empire achéménide aux Safavides, en passant par les dynasties médiévales et les périodes de domination étrangère, la Perse a toujours su préserver son identité culturelle, religieuse et politique malgré les bouleversements internes et externes. Cette continuité historique explique en grande partie la construction de l'État moderne iranien et son rôle stratégique au Moyen-Orient contemporain. L'héritage perse ne se limite pas aux structures politiques ou aux frontières. Il s'étend à la culture, la langue, la religion et la diplomatie, créant un socle solide sur lequel l'Iran actuel se reconnaît et agit. La position géopolitique de la Perse, pivot entre grandes puissances et carrefour des routes commerciales, a façonné une conscience stratégique et une diplomatie complexe qui reste pertinente aujourd'hui.
Comprendre ces dynamiques historiques est essentiel pour analyser les enjeux actuels au Moyen-Orient et pour saisir les choix politiques, économiques et culturels de l'Iran moderne. Enfin, cette histoire rappelle que la Perse n'est pas un simple territoire, mais un espace vivant où l'identité, la mémoire collective et la géopolitique se croisent. La continuité de son héritage, malgré les invasions, les crises et les transformations dynastiques, en fait une nation résiliente et influente, dont la trajectoire historique éclaire le présent. Étudier la Perse, c'est donc comprendre la genèse de l'Iran moderne et percevoir les racines profondes de sa position stratégique, de son influence régionale et de sa culture riche et plurimillénaire. Cette perspective offre une clé indispensable pour appréhender la complexité et la continuité de l'histoire iranienne.